Et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un update saga. Parce que oui, j'ai avancé dans mes sagas et ça fait du bien. C'est un update un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui il va être 100% jeunesse. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, j'avais une irrésistible envie de jeunesse et je me suis dit tant qu'à faire, autant faire d'une pierre deux coups, avancer dans mes sagas parce que j'ai quand même pas mal de sagas jeunesse en cours et lire de la jeunesse. Donc voilà, maintenant j'ai lu 3 livres, il est temps pour moi de vous faire un petit bilan de ces avancées dans mes sagas. C'est de la jeunesse mais malgré tout c'est des sagas que j'aime énormément donc je ne peux que vous recommander et toutes les 3 elles sont très différentes on va dire. On commence sans plus tarder avec le premier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il s'agit de L'erreur de l'épouvanteur qui est le tome 5 de la saga de l'épouvanteur écrit par Joseph Delaney et paru aux éditions Bayard Jeunesse. Pour vous résumer assez rapidement l'histoire de l'épouvanteur pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre le personnage de Tom Yard qui est le 7e fils d'un 7e fils. Et en tant que 7e fils d'un 7e fils, il a un certain pouvoir qui peut lui permettre de combattre l'obscur, c'est-à-dire les sorcières, les gobelins et tout un tas d'autres créatures. Je vous en dis pas trop, je vous laisse découvrir tout ça parce que ça vaut vraiment le coup. Bien évidemment, on peut pas partir lutter contre l'obscur comme ça sans rien y connaître, il faut une formation. Et donc dans le premier tome, Tom va commencer son apprentissage d'épouvanteur avec Grégory, qui lui aussi donc est un 7e fils de 7e fils, et a une vie d'épouvanteur, tout en sachant que la vie d'épouvanteur est assez difficile, parce qu'on est un petit peu comme des parias de la société, si je puis dire, on est assez mal vu, et on fait quand même assez peur, parce qu'on combat des créatures qu'il ne vaudrait mieux pas croiser dans la rue. Voilà, pour dire les choses simplement. C'est une saga que j'aime vraiment énormément pour son univers. Je trouve que Joseph Delaney a créé un univers vraiment très riche, vraiment très développé, qu'on apprend à découvrir au fil des tomes et que je trouve tout simplement génial. L'erreur de l'épouvanteur n'a pas dérogé à la règle, j'ai beaucoup aimé ce 5e tome et pour l'instant c'est l'un de mes préférés. Ce que j'aime par-dessus tout dans cette saga, c'est son évolution. On voit les personnages évoluer, je pense notamment au personnage de Tom, qui est assez jeune dans le premier tome et qui finalement évolue au fil des tomes pour arriver déjà au 5e tome là à un âge où il commence à être assez mature et donc il a une autre réflexion, il a une autre vision des choses, il a peut-être un petit peu plus de courage que dans le premier tome aussi parce que mine de rien il s'est forgé sa petite carapace et il s'est forgé sa petite expérience d'épouvanteur qui n'est pas si petite que ça au passage. Et c'est cette évolution du personnage que j'aime beaucoup. En même temps que cette évolution du personnage, on a une évolution de l'ambiance, parce que Tom devient plus mature, donc il va affronter des créatures peut-être plus redoutables, des créatures peut-être plus complexes. Et donc on a une ambiance qui s'assombrit vraiment au fil des tomes, je trouve que c'est assez flagrant. Et dans ce 5e tome, il y a des descriptions qui m'ont quand même donné quelques frissons, mais c'était super génial. Vous le savez sûrement, je suis une trouillarde pas possible. Impossible pour moi de lire du Stephen King, je ne sais pas, ça me fait trop peur, j'ai peur de ne plus pouvoir dormir pendant des jours et des jours, mais je trouve que la saga de l'épouvanteur, si vous êtes aussi un petit peu trouillard, même si vous lisez pas vraiment de jeunesse, je vous invite à la découvrir parce que pour moi c'est juste la dose de frisson qu'il faut, c'est simplement parfait. On va aussi voir au fil des tomes l'univers se développer de plus en plus et ça c'est génial parce que dans le premier tome on découvre donc l'univers en gros, il y a des sorcières, il y a des gobelins etc, je vous en dis pas trop pour pas vous spoiler et petit à petit c'est un petit peu l'effet entonnoir si vous voulez, on va affiner les choses, on va découvrir qu'il y a des sorcières mais plusieurs types de sorcières, qu'il y a des gobelins mais plusieurs types de gobelins, donc Tom parfait son apprentissage avec l'épouvanteur et nous on le parfait au fil des tomes, on découvre petit à petit l'univers qui ne cesse de se développer avec de nouvelles créatures, avec encore plus de spécificité et j'ai l'impression que Joseph Delaney ne manquera jamais d'idées et c'est juste tellement bon. Pour en venir maintenant à l'histoire même du 5e tome, ce que j'ai beaucoup aimé c'est les sujets qu'elle va traiter autres que les créatures surnaturelles qu'elle ne traite pas dans les tomes précédents. Comme je vous le disais, on va pas vraiment beaucoup voir Grégory dans ce tome-ci parce que Thomas va se trouver autre part. Et dans cette autre part, on va parler de l'alcoolisme. C'est un sujet qui est peu abordé dans les romans jeunesse en général, je trouve, et encore plus dans des sagas fantastiques, mais je trouve que c'était tellement bien amené et tellement bien mené. Il y a des moments où ça m'a vraiment émue, où ça m'a vraiment touchée. L'auteur va aussi parler de la relation très fusionnelle qu'il peut y avoir entre un homme et un animal, cette relation... voilà, maître et chien plus précisément dans ce livre que j'ai trouvé vraiment très belle, qui m'a beaucoup touchée et qui m'a presque donné envie moi-même d'avoir un chien parce que voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle relation, très bien décrite de la part de l'auteur et c'est des sujets qu'il n'a pas forcément abordés dans les tomes précédents mais j'ai trouvé que c'était tellement bien amené ici et
Voilà, c'est un petit plus qu'il n'y avait pas avant, qui moi m'a fait sourire et sur lequel j'avais envie de parler quelque temps. Il va arriver pas mal de choses aux personnages que j'étais bien évidemment tellement heureuse de retrouver, que ce soit Tom, que ce soit Alice, que ce soit Grégory, et de découvrir les nouveaux personnages, mais il leur arrive des choses, moi ça m'a fait mal à mon petit cœur, et je vous avoue qu'il y a des moments où j'avais le cœur qui battait à fond, parce que j'étais en situation de stress intense. Voilà, c'est vraiment des personnages auxquels je me suis attachée au fil des tomes, et j'ai pas envie qu'il leur arrive certaines choses. Mais bon, on sait très bien que c'est une saga assez complexe, où il y a des morts, parce que bien évidemment lutter contre les créatures surnaturelles comme ça, c'est pas sans danger. Mais malgré tout on les aime ces personnages, on a envie de les protéger coûte que coûte, et c'est vraiment un tome qui m'aura donné de l'adrénaline au niveau des personnages. Il y a beaucoup d'action, il y a des révélations à la fin qui vraiment promettent du bon pour les prochains tomes que j'ai hâte de découvrir. On en vient maintenant au second livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Comme je vous le disais, on part dans un tout autre genre puisque je voudrais vous parler du livre Ouragan sur le lac, qui est le 3e tome des désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, écrit par Lemony Snicket et paru chez Nathan. La saga des orphelins de Baudelaire est une saga que j'aime énormément également, même si elle est complètement différente, comme je vous disais, de l'épouvanteur. Les orphelins de Baudelaire, on va suivre 3 orphelins, Klaus, Prunille et Violette, qui sont frères et sœurs. Ils ont chacun une particularité. Violette est une grande ingénieure, elle aime beaucoup inventer tout un tas de choses, bricoler tout un tas de petits trucs, et il faut avouer que dans sa situation, ça pourrait s'avérer bien utile. Klaus, quant à lui, est un mordu de bibliothèque, il adore lire, dévorer des ouvrages, et ce qui est pas mal utile, c'est qu'en plus d'adorer dévorer des ouvrages, il a une mémoire pas possible. Donc c'est limite si tout ce qu'il lit, il l'intègre dans son cerveau, il n'y a pas de souci. Prunille, quant à elle, est un petit nourrisson et elle aime bien mordiller tout ce qu'elle trouve, et là aussi, il faut avouer que ça pourrait s'avérer bien utile dans leur situation. Leur situation, c'est que leur maison a brûlé, leurs parents ont disparu, voilà, ils sont décédés, et donc bien évidemment comme ils sont mineurs ils vont devoir être mis à un tuteur. Cette charge de les remettre à un tuteur est confiée à Monsieur Poe, un ami de leurs parents qui tient une banque, mais il est peut-être pas très fiable pour cette tâche puisqu'il va tout d'abord dans le premier tome les confier à un certain Comte Olaf qui serait un parent éloigné de leur famille. Et finalement on va assez vite découvrir que ce Comte Olaf a pour seule intention de faire main basse sur la fortune des orphelins de Baudelaire qui sont très riches, et pour ça il est prêt à tous les coups bas. C'est toujours le même schéma que l'on retrouve dans chacun des tomes, les orphelins vont se retrouver chez un nouveau tuteur, une nouvelle tutrice, tout en ayant peur que le comte Olaf revienne. Il est prêt à toutes les manigances, à se déguiser, et il a toute une clique qui vient à son secours en fait et qui l'aide. À chaque tome, c'est le même schéma qui revient à peu près. Donc c'est vrai que je conseillerais peut-être de ne pas les lire tous à la suite parce que ça pourrait devenir un petit peu lassant, mais j'adore en lire un de temps en temps. Et après je regarde les épisodes de la série Netflix qui a été adaptée et qui est une adaptation juste génialissime, je trouve ça tout simplement parfait. Et voilà, moi c'est mon bonheur, c'est une saga que j'ai dévorée quand j'étais début du collège, il me semble, 12-13 ans, et j'adorais à fond cette saga, c'était un petit peu mon Harry Potter à moi si vous voulez, et c'est un plaisir là de redécouvrir les tomes petit à petit. Après, comme d'habitude, il y a les petits éléments que j'avais pas trop appréciés en le voyant avec mon regard d'adulte dans le 2e tome et dans le premier, donc ça revient aussi dans le 3e tome, c'est ce fait que l'auteur cherche toujours à expliquer des mots, il utilise des mots un petit peu compliqués pour pouvoir chercher à les expliquer, mais voilà, je me dis qu'en lit à 10-12 ans, ça peut permettre d'acquérir un vocabulaire assez soutenu, et c'est pas mal. C'est vrai qu'adulte, parfois on a envie de dire c'est bon, arrête un peu d'expliquer tous les mots, là ça commence à me pomper le système, mais enfant je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Malgré tout, la trame de l'histoire, je trouve ça génial, et même si c'est un schéma qui peut être assez répétitif, j'ai beaucoup aimé la tutrice chez laquelle vont se retrouver les orphelins dans ce tome-ci. Il s'agit de tante Agrippine, une tante assez spéciale qui a un comportement assez particulier. Je vous en dis pas plus pour ne rien vous spoiler, mais c'est l'une de mes tutrices préférées, je l'ai trouvée vraiment très attachante, et voilà, elle est assez particulière, mais je trouve que ça lui apporte un petit quelque chose en plus. Malgré tout, j'ai trouvé que dans ce tome-ci, les choses se précipitaient assez rapidement comparé au tome précédent. Je sais pas si c'est juste ou non, c'est cette impression, ce ressenti que j'ai eu en fait, que les choses allaient beaucoup plus vite que dans les tomes précédents. Après, faut dire que généralement, c'est des tomes qui sont pas épais, c'est écrit assez gros, il y a des illustrations. Donc voilà, ça se lit quand même assez rapidement. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être
plus de précipitation, malgré tout on a de l'action, c'est un plaisir de retrouver l'univers propre à l'auteur, si particulier cet univers où tout se passe mal, rien ne s'arrangera. Voilà, j'aime beaucoup ça, je trouve ça super original, je trouve ça top et voilà, c'est un pathos, mais un pathos que moi j'aime beaucoup retrouver et j'ai hâte de continuer la saga et de continuer la série Netflix. On vient maintenant au dernier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Encore une fois, on part dans quelque chose de complètement différent puisque je voudrais vous parler de Cœur Coco qui est le 4e tome de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, paru également chez Nathan il me semble, et c'est une saga que j'adore, tout simplement. C'est une saga dont j'avais entendu beaucoup de bien il y a quelques années, tout le monde parlait des filles au chocolat, et comme d'habitude, bah, j'ai quelques wagons de retard. Faut pas trop chercher pourquoi. Mais j'adore, c'est tout simplement frais, c'est génial et ça aborde toujours des sujets très importants, avec justesse, avec délicatesse, avec fraîcheur, avec peps, et les couvertures sont juste gourmandes à souhait, sont juste trop craquantes, trop mignonnes et ça reflète vraiment tellement bien le contenu aussi je trouve. Pour vous résumer rapidement Les filles au chocolat, dans le premier tome on suit Chérie. Chérie est une jeune fille qui vit avec son père. Sa mère est décédée lorsqu'elle était petite et donc voilà, elle a fait sa vie avec son père. Seulement son père va retrouver une nouvelle compagne, Charlotte Stanbury, et Chérie va donc aller habiter chez cette nouvelle compagne qui, elle, a 4 filles d'un précédent mariage. Et chaque tome est centré sur une des filles au chocolat. Je vous dis pas pourquoi la saga s'appelle Filles au chocolat, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même et chaque tome va parler d'un sujet bien précis. Dans le tome 4, on va suivre Coco qui est l'une des sœurs Thornbury, c'est la plus jeune. C'est une petite fille qui est passionnée par les animaux et qui lutte activement pour leur défense et leur protection. Oui oui, du haut de son jeune âge, elle mène des actions militantes à sa hauteur en fait si je puis dire de ce qu'elle peut faire et c'est quelque chose que je trouve très admirable et que j'ai beaucoup aimé chez ce personnage. J'ai beaucoup aimé ce 4e tome parce que Coco c'est vrai que dans les tomes précédents c'est pas celle qu'on voit le plus, c'est pas celle sur laquelle on s'attarde le plus mais malgré tout j'ai trouvé que c'était l'une des plus intéressantes. Chacune est intéressante à sa manière, chacune va parler d'un sujet bien précis, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus parlé de Coco dans les tomes précédents parce que c'est une fille qui est tout simplement très attachante, c'est un personnage qui a une personnalité très développée, qui a une place dans sa famille qui n'est peut-être pas la plus simple à vivre et j'ai trouvé que tous ses ressentis, toutes ses émotions eh bien, étaient très bien retransmises par l'auteur dans ce tome-ci et comme je vous le disais c'est une petite fille qui va militer activement pour le droit des animaux, pour ses convictions, pour ce en quoi elle croit, elle se bat, parfois jusqu'à faire des choses assez limite, je vous en dis pas plus, mais toujours pour la bonne cause et elle croit vraiment en la justice et elle se bat pour ça et je trouve ça tout simplement admirable du haut de son jeune âge et voilà, elle va rencontrer un garçon qui lui aussi a une vie compliquée et a une personnalité très complexe du fait de ce qu'il vit, qu'on apprend à découvrir petit à petit. Et ce petit garçon va amener un autre sujet à la fin du livre, et un sujet également très lourd, un sujet très important, un sujet dont il faut parler pour éviter que ça se produise. Je ne vous en dis pas plus encore une fois pour ne pas vous spoiler, mais vraiment... je vous invite à découvrir ce 4e tome des filles au chocolat. Pour moi, Coco c'est vraiment le personnage dont on parle le moins mais celui dont on devrait plus parler. Voilà, je voudrais simplement résumer les choses comme ça. Elle a un amour fou pour les chevaux et j'ai trouvé ça juste très attachant. On sent vraiment cet amour qu'elle a, le lien que peut avoir un homme avec un animal. Et ça peut être un lien qui dépasse tellement de choses, un lien qui peut être tout simplement magique, un lien qui peut être tout simplement magnifique. Et c'est cet amour pour les animaux, je trouve que l'auteur retranscrit très bien dans ce tome-ci. Et j'ai hâte de continuer la saga des filles au chocolat puisque à chaque fois on découvre un nouveau sujet, à chaque fois on découvre un personnage terriblement attachant. J'ai un petit peu peur pour le tome qui suit puisqu'il s'agit de Cœur Vanille, le tome centré sur Honey. Et si vous avez lu les filles au chocolat, vous savez que Honey est un personnage qui est un petit peu plus difficile d'apprécier, donc voilà, je pense que comme d'habitude Cathy Cassidy va savoir me faire aimer ce personnage et le voir d'une manière différente. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est que à force de voir les personnages chacun son tome, chacun son tour, et bien quand on les retrouve dans les tomes suivants, on les voit différemment, on les comprend plus et c'est comme si petit à petit on apprenait à découvrir ces filles au chocolat une par une et qu'on rentrait nous aussi dans cette famille et je trouve ça juste génial. C'est une plume fluide, c'est une plume légère, c'est gourmand, c'est frais. J'ai qu'une chose à dire, si vous ne connaissez pas encore les filles au chocolat, je ne sais pas vraiment ce que vous attendez, mais courez, foncez, parce que ça vaut vraiment le détour.
Donc voilà, j'en ai terminé pour cette update saga, 3 petits romans jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimé, même s'ils sont très différents. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, pour ma part, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment de très belles lectures. Et bien en attendant la prochaine vidéo, passez de bons moments de lecture, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Bye bye!